Et le lauréat 2020 du prix Albert Londres pour la presse écrite est Alan Cavall pour ses reportages en Syrie. Alan Cavall, qui n'est malheureusement pas physiquement parmi nous ce soir, mais pas très loin, dans un hôpital parisien où il est soigné actuellement après avoir été blessé lors de son dernier reportage pour Le Monde dans le Haut-Karabakh. Alan, on est vraiment tous fiers de toi ce soir. On a tous été vraiment bouleversés particulièrement par ce reportage dans la prison des mutilés du califat. Tout y était. La rigueur de l'enquête, la force des mots, les odeurs. Et je dois dire que moi-même, qui ai eu la chance de te rencontrer à Istanbul et de te croiser sur le terrain, tu es non seulement un excellent reporter, mais également un super camarade de reportage. Alors au nom de tout le jury, nous te félicitons ce soir et j'espère qu'on va bientôt pouvoir te voir à nouveau sur la route du reportage et j'espère surtout pouvoir te remettre, peut-être ce soir, on va tenter de venir te remettre la médaille, jouer au passe-muraille et venir te voir au pied de l'autel. Et comme ça, ce sera un moyen de te féliciter à nouveau. Je vais juste récupérer. Je voulais juste prendre. C'était l'automne 2019, nous étions en Syrie. Dans mon souvenir, le ciel était bleu, l'air était froid et le sol boueux. Avec la photographe Laurence Jay, nous sommes dans la ville kurde d'Assaké, dans le nord-est du pays. Dans les faubourgs, les murs aveugles d'une prison se dressent devant nous. C'est là que nous nous apprêtons, avec notre guide et collègue Aref Mouslim, à faire notre dernier reportage dans la région. Depuis 3 semaines, nous couvrons l'invasion turque lancée par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan dans les zones kurdes du pays. Des mercenaires pro-turcs pillent et tuent sur leur passage. Des familles sont jetées sur les routes. C'est la guerre. La Russie vient d'envoyer sa police militaire accompagnée de soldats dépenaillés du régime syrien. Les véhicules américains vont et viennent le long de routes rectilignes dans la steppe, sans qu'on sache vraiment si leur retrait sera complet ou non. Des militaires français et britanniques sont encore dans les parages, invisibles, on ne sait encore pour combien de temps. Toute la zone semble sur le point de tout sombrer dans le chaos. Mais il nous reste une dernière chose à faire. Car nous avons obtenu un accès. L'accès à un centre de détention où sont enfermés des djihadistes de l'État islamique. Certains de ces derniers combattants. Un lieu resté, jusqu'à une période récente, hors de portée des journalistes. Nous savons que beaucoup d'étrangers y sont détenus, des Russes, des Européens, des Irakiens, des Chinois, peut-être quelques Français. Et voilà que nous franchissons le mur d'enceinte de cette prison. À l'intérieur, 3 gros bâtiments, une cour et des allées boueuses traversées par des chemins de planches. Nous comprenons que c'est une ancienne université, transformée en prison à la faveur de la guerre. Il y règne un silence d'une qualité particulière. Sur les visages des gardes, il y a comme un embarras.
comme un dégoût, comme une honte. Après un entretien avec le directeur au visage parcouru de tics, un garde nous entraîne vers un bâtiment. Il ouvre une porte, un sas grillagé, et derrière le maillage de métal soudé à la va-vite, flotte une vision de cauchemar. D'innombrables détenus, mutilés, décharnés, sont entassés les uns sur les autres, dans des combinaisons oranges. Voilà ce qui est devenu le dernier carré des combattants, les militants de l'État islamique. Ils sont là, sur toute la superficie d'une pièce de la taille d'un hangar. Nous sommes dans le quartier des malades. Ces combinaisons oranges me donnent le vertige. Elles rappellent celles que les djihadistes, ceux-là même qui sont enfermés ici, certains d'entre eux sans doute, affublaient les prisonniers qu'ils s'apprêtaient à égorger, dans des mises en scène macabres qui ruisselaient sur tous les écrans, sur les écrans du monde entier. Déjà, ces tenues constituaient une provocation censée répondre à l'accoutrement tout aussi orange des prisonniers de Guantanamo après les attentats du 11 septembre. D'un trou noir juridique à l'autre, le symbole demeure, circule. Mais dans le quartier des malades, ce cauchemar orange a une odeur, celle de la mort lente, du désespoir, des corps que la vie abandonne. Il y a là des vieillards en couches et des enfants amputés, des moignons bandés, et puis des aveugles. Et ça et là, sur le sol, sur des lits d'hôpital, des hommes qui n'ont plus que la peau sur des os saillants. Ils vivent peut-être leurs dernières heures, sous la lumière froide des lampes phosphorescentes. Je marche parmi eux, chaussé de bottes militaires, achetées le jour de mon départ, comme dans une autre vie, dans un surplus parisien. Je ressens ce même embarras, ce même dégoût, cette même honte. Aux rares prisonniers dont les faces se tournent vers moi, j'adresse de légers signes de tête, un bref mouvement des lèvres. J'essaie de trouver leur humanité pour sauver la mienne. Laurence, la photographe et mon amie, ma collègue, retire ses chaussures pour s'approcher, trouver un chemin entre les corps, photographier leurs visages. Nous sommes dans un espace hors de la vie et aussi hors du droit. Une zone grise où les catégories classiques de la politique internationale n'ont pas cours. Ce n'est pas une prison, c'est une oubliette, la nôtre. Et puis nous finissons par quitter le quartier des malades. Les gardes nous entraînent plus profondément dans ce labyrinthe qu'est la prison de Hasake. Les bâtiments de l'ancienne université comptent des dizaines de cellules. Dans chacune s'entassent près de 150 personnes. Je sais que quelque part dans ce labyrinthe, cette université devenue prison, se trouve une cellule réservée aux enfants orphelins, des gamins de 7, 8, 9 ans. Nous ne les verrons pas. Nous pourrons en revanche rencontrer à notre demande un jeune détenu français, dans une pièce à part, loin de la surveillance des gardes. Il a 18 ans à peine, dont 6 de guerre, juste derrière lui. Il y a des mots qui se dérobent, lorsqu'il tente de parler de son enfance à Roubaix. Emmené de force par ses parents, il appartient à une famille dont 23 membres ont rejoint la Syrie depuis le nord de la France en voiture. Il avait 12 ans, son enfance s'est arrêtée, et voilà qu'il arrive à l'âge d'homme parmi les morts vivants. Né en France, le voilà oublié entre ses murs, alors que la coalition à laquelle la France appartient a un accès immédiat à cette prison. Alors que des soldats français, des militaires français sont postés à quelques kilomètres. Comme des dizaines d'enfants, il est oublié là, comme des dizaines d'enfants qui se trouvent dans les camps où les familles des djihadistes français attendent un sort incertain, quelque part dans la steppe. L'État islamique a lancé à l'État de droit un défi auquel nos gouvernements n'ont pas voulu répondre. Et j'aurais beau prendre l'avion du retour, retrouver le pays natal, la prison et les dérives dont elle est le produit seront toujours là. La prison nous concerne. Elle dit quelque chose de nous. Je me dis que le territoire de la paix et de l'ordre, celui de la guerre et de la paix, ne seront plus étanches l'un à l'autre. Et je me dis que pour moi, le reportage
ne devrait plus jamais être le récit plaisant d'une aventure dangereuse dans des pays en ruine, radicalement autres, infiniment lointains, dans des mondes parallèles fascinants et violents. Leur reportage devra raconter le brouillard dans lequel nous sommes tous embarqués, du nord-est de la Syrie à Paris. C'est l'urgence que je ressens en sortant de la prison. Le soir, de retour à l'hôtel, aux petites heures de la nuit, sous le néon fatigué de la salle à manger, alors que mes vêtements sont encore imprégnés de l'odeur de cette prison, j'écris mon article, que je termine par cette phrase. Entre les murs de la prison, où sont enfermés les derniers sujets de son règne criminel, le long de ces mouroirs verrouillés, avec chaque tunique orange, chaque corps estropié, le califat a réussi, dans sa chute, à imposer son monde. À imposer son monde. Un an après, j'en suis plus que jamais convaincu. Merci.